Mais dans la construction actuelle du réseau, c'est comme si on occulte tout ça. La drive d'y arriver, de continuer de le faire. Comment on peut atteindre la mission qui est débordante? Comment on peut avoir une voix collective plus importante? Bienvenue à Confession de leader. Aujourd'hui, une conversation entre deux femmes extraordinaires, Julie Desharnais, présidente de la Fondation HMR, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, et Nadine Raymond, présidente directrice générale du Y des femmes. Un sujet si important, d'ailleurs, qui couvre plein de thèmes. Évidemment, la philanthropie, les femmes en philanthropie, le leadership. Je vous laisse écouter. À tantôt. Avec le parcours, quand je vous écoute, moi, ce qui me revient, là, ce qui me semble très évident, là, c'est évidemment le plus grand que soit l'impact qu'on a sur, oui, on a parlé de l'individu, la collectivité, la communauté. Qu'est-ce qui nous motive au quotidien dans ça, justement? Parce que des défis, il y en a évidemment une tonne. Qu'est-ce qui nous garde ancrés? Nadine? Changer de nom. Je vais le dire demain, mais tu parlais de naïveté tout à l'heure. Hein? Ouais. Mais écoute, des vents de face, on en a, là. On en a. En veux-tu comme c'est ça l'expression? En veux-tu en voilà. Ouais. Mais la conviction profonde que ton action peut faire une différence pour 1, 2, 10, 20, 1 million de personnes. Ça te fait te lever. Puis, je le pense clairement pour les populations qu'on dessert, mais j'ai envie de le dire aussi pour mon équipe. Moi, je suis motivée à faire grandir mon équipe. Ça me fait avancer le matin aussi, puis me dire, OK, nous autres, là, ensemble, là, we're going to conquer the world. J'ai une ambition, pas personnelle, mais sociale, très, très forte. Oui. Et là, je suis en train de perdre mes cheveux. Là, ça fait comme vous. C'est ravissant, puis ça... J'ai senti, là, comme le look. Hein, ouais. C'est comme si tout ton corps le disait, là. Oui, tout à fait. Assumé totalement, c'est parfait. Mais... oui, c'est ça, de m'investir auprès des équipes pour qu'on puisse se développer, être plus grande nous-mêmes et conséquemment, effet domino, là, que notre action soit décuplée également. Ça, c'est un grand rêve au quotidien. Ton intention, c'est oui, les gens, évidemment, puis la population que vous allez desservir, mais c'est que l'expérience de ton équipe soit enrichie à travers ça. Julie, je sais pertinemment que c'est aussi ton souhait que ton équipe soit... ait la possibilité de relever les défis que vous avez à relever. Parle-nous de ce qui toi t'ancre, puis parle-nous peut-être de ton équipe aussi à travers ça. C'est intéressant. Absolument. Ouais. Je vais rebondir sur ce que Nadine vient de dire, mais effectivement, le matin, quand je me lève, moi, c'est quoi? C'est faire la différence. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. C'est quelque chose qui m'habite. Pour moi, c'est... Encore une fois, c'est un sentiment d'injustice. C'est peut-être un sentiment négatif, mais en même temps, c'est mon driver, je veux dire ça comme ça, là, de dire que encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas... Puis dans mon cas, pour moi, c'est vraiment accès aux soins, là, évidemment, mais j'ai un parcours quand même social important. Là. J'ai travaillé avec des familles, j'ai travaillé avec des enfants, j'ai travaillé dans les écoles, j'ai travaillé... Là, par un concours de circonstances, j'arrive à la Fondation HMR, là, mais... Cette conscience-là sociale, tu l'as à plusieurs niveaux, là, clairement. Là, totalement. Et puis, donc, l'implication, pour moi, le moteur de dire je vais faire une différence parce que je ne peux pas concevoir qu'encore aujourd'hui, puis je dis ça souvent aussi, là, encore aujourd'hui, en 2024, on est encore à avoir des conversations sur la place des femmes, sur l'accès en santé, sur l'accès en éducation, sur... Tout ça, pour moi... Des éléments qui semblent de base, des éléments de base. Puis, tu sais, on le voit, là, il y a des shifts aussi de... Tu faisais référence à ça tout à l'heure, là, mais tu sais, des retours un peu en arrière, je dirais, là, avec des conversations, des choses qui se passent au niveau politique présentement qui, moi, m'interpellent, m'inquiètent. Bon, tout ça. Fait que ça, c'est une des choses... C'est, je dirais, le moteur pour moi, Julie, personnellement. Là, donc, puis mon autre moteur, c'est que j'ai des filles. Tu sais, moi, j'ai des filles. Là, donc, j'ai 3 filles. Pour moi, c'est important aussi. C'était important, puis ça l'est encore, même si maintenant, c'est des adultes et qui font leur chemin. Là, mais c'est important aussi d'être une inspiration pour mes filles, de leur montrer que c'est possible d'avoir une carrière, mais c'est possible d'avoir une carrière et de faire une différence au quotidien. Donc, concilier ces deux choses-là qui, pour moi, sont importantes. Puis ensuite, tu as fait référence tantôt, Chloé, bien évidemment, c'est... Veux pas, on a choisi un milieu où on est la majorité des femmes, on va se le dire. Donc,
Ça vient chercher ma fibre féministe, mais de faire grandir mon équipe, qui est en majorité des femmes, évidemment, leur montrer qu'au quotidien, on peut faire une différence, qu'on peut grandir, qu'on peut aller chercher des compétences professionnelles et d'affaires aussi, et pousser ça plus loin. Bien évidemment, tout ça ensemble fait que c'est ce que je fais, puis c'est ce qui m'habite, puis qui me fait que ça fait plus de 20 ans, 30 ans même, je dirais 20 ans. 30 ans que je fais ça maintenant. Ça dire 20 ans. Oui, c'est ça. Je suis comme restée à 20. Mais mettons, ça fait longtemps, là, c'est ça, exact. Ça fait une couple d'années. C'est quoi le défi d'un leadership qui engage, justement, selon vous? C'est quoi votre angle personnel? D'un point de vue défi? Pas juste défi, mais du leadership. On a parlé de mobilisation, là, tu sais. Qu'est-ce qui fait que en philanthropie, notre leadership peut créer des résultats et engager alors qu'on n'a peut-être pas les mêmes ressources que dans d'autres environnements? J'écoute dire authenticité. Puis là, c'est un mot là, qui a... galvaudé un petit peu. God, tout le monde te l'a volé, mais je pense que nous autres, on l'avait déjà installé. On savait c'est quoi l'empathie, on savait c'était quoi. Tous ces mots-là. Ça a été inventé ici. Ça a été transporté au privé. Dans le privé, tout à fait. On va se exact. dire, là, we own this one. Et donc, l'authenticité, moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est celui de la connexion. Puis de connecter avec les gens, avec ton auditoire, avec tes employés, avec ta participante, de connecter. Pour moi, c'est en tout cas, c'est un de mes outils. Je pense, là, j'essaie là, tu me demandes de m'analyser, là, mais c'est un de mes outils pour être vrai, puis pour pouvoir parler, tu sais, puis que les gens t'entendent, puis qu'ils disent « Ah ouais, OK, d'abord, OK, je suis prête à faire un effort. » Puis, personnellement, il y a plusieurs façons de faire du militantisme, parce que je pense que c'est ce qu'on fait quand même. Je suis plutôt de la catégorie call-in que call-out. Donc, d'amener les gens. Je suis une bâtisseuse de ponts, je ne pense pas, je suis. J'aime créer des ponts, fait que je suis plutôt à chercher qu'est-ce qui nous rejoint. Qu'est-ce qui nous rallie. Qu'est-ce qui nous connecte, pour reprendre ton point. Tu vois, c'est ça, qu'est-ce qui nous connecte, puis dire qu'on va construire là-dessus. Puis là, on va faire une boule de neige là-dessus. Fait que moi, c'est beaucoup... Cette connexion-là, tu sais, je t'écoutais, puis je le sentais moi-même, l'expérience que ça pouvait créer, alors que c'est ça ton focus. Puis, dans le fond, c'est comme si tu amènes les gens de passer de la tête au cœur, puis éventuellement même au gut. Là, je dis « facts are overrated ». C'est ça que je dis souvent, parce que je dis l'émotion... On en a besoin, ça fait partie de, mais ce que tu... Puis pour avoir fonctionné longtemps dans le secteur privé avant, je le sais, puis notre société fonctionne comme ça, mais je le dis un peu pour provoquer les gens, parce que on sous-estime la place de l'émotion dans nos interactions. Ça, c'est ma théorie à moi. Je ne peux tellement... Je peux pas être plus d'accord avec toi. Ah oui, absolument. On sous-estime, fait que j'amène les gens à descendre. Je me souviens avec une de mes employées, à un moment donné, on travaillait sur un événement, puis j'ai dit, là, j'aimerais ça que tu regardes le thermomètre des émotions. Elle dit, le thermomètre des émotions? Oui. Je veux que tu me dises, quand tu fais le déroulé de l'événement, où les gens, qu'ils soient participants, bénéficiaires, donateurs, comment ils se sentent, puis monitore leurs émotions, puis arrange-toi pour qu'elles soient dans le tapis positif. Et ça, c'est une façon de connecter, en fait, puis de bien... tu sais, des fois, on n'a pas comme humain la capacité de mettre des mots sur nos émotions. Pourtant, elles sont là, elles sont partout. Tout le temps. Partout, puis elles interfèrent aussi. Et je pense que de les accueillir, de les reconnaître, c'est une façon de connecter, c'est une façon d'avancer, puis d'être unis, moi, je pense. On se sépare beaucoup. Tu sais, on est très, très factuel, puis on oublie cette partie. Ça crée de la distance, alors que finalement, on est vraiment... Oui, alors que l'unification... des méta, mais du récepteur aussi, à mon avis, est très important. Écoute, ce point-là est tellement important, puis parce que je vois dans les organisations à quel point les gens, quand on est trop dans notre tête, en anglais, on dit « when you're in your head, you're dead », parce que, dans le fond, ça enlève justement cette connexion-là à ce qui nous anime, puis et ce qui nous bloque, parce qu'on a tous nos peurs, on a tous nos inquiétudes, puis comme leader, des fois, on les sent pas, mais ça intervient quand même. Tellement. Et si on peut s'en rendre compte, écoute, l'impact qu'on est capable d'avoir.
Je suis curieuse, Julie, là, parce que je sais la démarche que vous faites avec votre équipe. C'était quoi ton intention? Qu'est-ce que vous faites? Puis qu'est-ce que tu as vu au sein de ton équipe? Quel résultat tu sens que ça donne? Tu sais, on parle d'émotions. Oui. Hein? On parle de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur comment on les vit. Je trouve que c'est pas hyper populaire ces temps-ci. Tu sais. Non, mais c'est vrai, c'est qu'on est très, très cérébral, très indicateur de performance. C'est quoi l'impact? C'est important. C'est hyper important. On va en parler dans quelques bien secondes. sûr, absolument. C'est sûr, Je pense que c'est sûr que c'est essentiel. Ouais. Puis quand tu parlais tantôt d'évolution de la philanthropie, bien, elle a beaucoup évolué en ce sens-là aussi, c'est-à-dire avoir des mesures, d'indicateurs pour pouvoir démontrer que le chemin parcouru est nécessaire, bon, et tout ça. Fait qu'on pourra y revenir, mais en même temps, je pense que ça a aussi occulté tout ce sentiment d'appel. Puis là, on parlait de philanthropie, puis au Québec, dans les années 40, 50, qu'est-ce qui... Tu as parlé tantôt, toi, là, de ce sentiment-là, quand tu étais jeune, là, de t'impliquer, bien, c'était beaucoup l'émotion. Hein? C'était... on veut être là, on veut faire une différence, puis on était moins dans, justement, cet impact, cet indicateur. Fait que là, je pense qu'on est à un carrefour des deux. Hein? Je pense qu'on est rendu là, c'est-à-dire avoir des assises solides sur lesquelles on s'appuie pour démontrer. Bon, c'est bien correct. Mais aussi se dire, peu importe ce qu'on démontre, ça reste que l'émotion, le sentiment, ce qui nous habite, bon, peu importe, là, la connexion, comme vous utilisez comme terme, la connexion avec l'autre, la connexion, dans notre cas à nous, avec le patient, avec les équipes soignantes. On oublie tout ça. On oublie cette connexion, comme vous disiez, puis ce sentiment de faire une différence, de vouloir aider. Bon, pour le réseau de la santé, c'est clair. Là, je veux dire, c'est pourquoi tu décides d'être infirmière, pourquoi tu décides d'être préposée à l'admission. C'est ça, préposée aux bénéficiaires, c'est parce que tu veux faire une différence, tu veux aider. Mais dans la construction actuelle du réseau, c'est comme si on occulte tout ça, puis on est comme dans travail, oublie. C'est comme si on oublie l'expérience humaine, en fait. Hein? Il n'y a plus sa place. En tout cas, l'équilibre est fragile, en tout cas. Oui, parce qu'il y a des fervents très, très forts de un et des fervents très, très forts de l'autre. Oui. Je pense que c'est des gens comme toi puis moi. Oui, c'est ça. Qui allons oui, crier parce qu'on c'est possible de rejoindre les deux, c'est ça. On a des rôles qui nous amènent à la fois dans nos rôles de leadership à comprendre, là, je disais que c'est overrated. J'y crois, là, je suis quand même ingénieure. Hein? J'ai MBA, là, fait que les chiffres, j'aime ça, tu sais. Fait que, mais donc, ces données-là, faut les avoir, mais on est des humains aux dernières nouvelles. Puis de penser qu'on va fonctionner sans notre qualité d'humain, bien là, on est en train de, j'allais dire un mot qu'on ne dira pas au podcast, là, mais en train de se gourer ou de se... voilà, ce mot-là. Oui, tout à fait. Parce qu'on est humain. Fait qu'il faut savoir naviguer les deux, trouver. Puis là, ben, c'est ça, des fois, on tombe d'un bord. Puis, tu sais, on est en haut de la parabole ici, sur ce petit point-là. Là. Fait que ça balance d'un côté, ça balance de l'autre. Puis il y a des courants. Mais le leadership, puis je trouve qu'on est dans une belle place pour le faire, dans des leaderships de rôles sociaux, plus, où le secteur, quand même, est un secteur de relations d'aide. Tout à fait. Et donc, la valeur sociale, la valeur humaine est quand même là. Fait qu'on peut la donner une voix. Absolument, oui, absolument. Je pense qu'il y a une tribune qu'on peut, c'est absolument là. On peut en profiter beaucoup plus facile que si j'étais, mettons, dans une grande banque. Dans une banque, oui. Où là, ils te regardent, genre, j'étais une bibite, moi, dans le milieu privé, là, parce que j'étais très, très sociale. Puis là, des fois, je suis un peu bibite parce que je suis très, très factuelle. Mais c'est correct, tu sais, il faut... Mais c'est ça, c'est que vous faites le pont aussi, non seulement dans vos organisations, auprès des gens que vous impactez, mais avec le privé, parce que sans le privé, vos deux organisations ne survivraient pas. Non. Donc, vous avez non seulement la chance d'impacter vos bénéficiaires, je vais les appeler comme ça, mais aussi les parties prenantes qui vous supportent. Parlons-en de ces parties prenantes-là, parce que toutes les deux, vous avez des très gros projets en ce moment qui sont live, disons ça comme ça.
Et là, c'est votre chance de faire votre publicité, mesdames, là, puis de dire voici ce qu'on est en train de vivre, puis voici comment on a besoin d'aide parce que ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, si elles ont envie, s'ils ont envie de donner, mais aussi petit soit-il. Hein? Contribution, absolument. Contribution, $1, $5, oui, $1 million, on est preneur. Ambassadeur aussi. Ambassadeur. Peu importe. Là, exact. Donc, Nadine, c'est quoi ton projet? Moi, Why des femmes? Moi, c'est... mon Dieu. J'ai presque le goût de te laisser commencer. Mais en fait, on est dans un moment de transformation. Ouais. On est à la fin de la réalisation d'un plan stratégique dans un grand désir, la campagne majeure qui a été terminée en pandémie, donc un grand succès. Là, puis je vais donner... Combien d'argent là, vous avez ramassé? Là? Dis-le, sois fière. Non, mais oui, je suis fière pour l'organisation, mais c'est important pour moi de dire que le leadership de cette campagne-là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a porté. Oui. C'est Isabelle Lajeunesse. Et puis, donc, on a ramassé un peu... Notre campagne était de 10 millions, là, la campagne. Et on l'a dépassé quand même là, d'un bon 10-15%. À un moment, c'est évidemment, c'est en pandémie. Fait que puis le but, c'est vraiment d'augmenter notre impact. Tant sur les piliers de l'organisation dont je parlais tout à l'heure, donc tant au niveau du toit, de l'immobilier. Ouais. Je pourrais en parler plus en détail que dans le milieu de l'employabilité, offrir plus d'opportunités, soit dans l'accessibilité aux services, soit aussi dans l'éducation, justement, offrir les métiers non traditionnels, ça c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup, mais pas juste universitaire, là, pas juste les STEAM, là, comme on dit, mais également des métiers plus manuels, plus comme des DEP. Bien sûr, bien sûr. Et donc, et de nourrir encore cette sensibilisation-là, donc au niveau de l'éducation avec les jeunes. Donc ça, dans le concret, dans cette relocalisation-là dans laquelle on s'inscrit présentement. Donc là, on est en train de déménager, on quitte René Lévesque, on s'en va où, là, Nadine? On s'en va au pied du pont Jacques-Cartier, au sein de l'esplanade Cartier. Puis parce que nous, on aime ça grandiose. On n'a pas décidé d'aller dans une place. On a choisi 2 lieux parce qu'on voulait... L'ambition au niveau du toit est importante. Donc, on est en train de construire 96 unités de logement pour des femmes chefs de famille. Et plus de 60% de nos unités sont des unités familiales. Ça, mais dans Montréal, vous le savez, c'est pas donné. C'est pas évident. C'est pas donné d'avoir des 2 chambres à coucher, 3 chambres à coucher. J'ai même quelques 4 chambres à coucher pour plus du permanent. Mais on voulait aussi conserver et augmenter notre service au niveau de l'hébergement de transition. Mm-hmm. Donc là encore, c'est des unités plus petites, carrément des chambres ou des studios, pour accompagner les femmes donc classiques, là, avec des TS, justement, dans des avec des plans d'intervention. De leur tout à vie, fait, là. Tout à fait. Fait que cette ambition-là était tellement importante qu'elle se concrétise présentement dans un lieu. Puis nos bureaux, les salles de formation, tout ça, dans un autre lieu. Fait qu'on est dans cette affaire-là. On quitte nos lieux, donc on se départit de notre bâtiment maintenant. On fait, comme on dit en finance, on leverage, on leverage nos actifs pour pouvoir à la fois les réinvestir en immobilier, mais aussi essayer de travailler à la pérennisation parce que vous savez, le financement des organismes communautaires, même pour un organisme gros comme le Y, c'est délicat. Gros et connu aussi. Gros et connu. Le défi, c'est fascinant. Il est gros, donc il a besoin de plus pour livrer ce qu'il livre en termes du payroll. Là, j'ai quand même 85 employés. Mais, et donc, les défis sont importants aussi au niveau de la recherche de fonds. De l'équilibre entre ce qu'on reçoit du gouvernement, ce qu'on est capable de lever en les philanthropies et la part de revenus autonomes, parce qu'on avait quand même des revenus commerciaux, de location, par exemple. Faut trouver cet équilibre-là entre tout. Fait que c'est sûr que à la fois, en déménageant, un des défis qu'on va avoir, nous, c'est que certains revenus qui étaient liés à la localisation ne seront plus, il faudra les rebâtir. Donc, on travaille à cet effet-là et poursuit, même si la campagne majeure a eu un succès phénoménal,
Ben, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Quand la campagne est terminée, c'est rebelote. C'est rebelote. Donc, on est dans la réflexion, justement, de comment qu'on se relance. On a le 150e là, qui s'en vient pour l'organisation. C'est un beau timing pour pouvoir se positionner pour le rebelote, comme on dit. Julie, campagne de dons majeurs, ça dit quelque chose? Bien, absolument. On est en plein là-dedans. Ouais. Nous, effectivement, là, on entend souvent parler depuis longtemps. Hein, l'Est de Montréal, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est en grand besoin. Je dis souvent, là, mais ça fait 20 ans qu'on attend le nouvel hôpital. Donc, là, il s'est concrétisé en ce sens où l'annonce a été faite. Les sommes, pour ce qui est du ministère de la Santé et de leur fonctionnement, là, ont été prévues au PQI. Donc, on commence là, la construction dans les mois qui viennent. Donc, pour nous, c'est évidemment une belle façon là, de mettre en avance et de mettre en avant, c'est-à-dire tout ce qui se fait à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et de mettre de la lumière sur l'hôpital. Pas juste sur les problèmes, la fondation. En fait. Exactement, c'est là que j'allais parce que souvent, ce que je dis, c'est on a cette tendance-là à voir l'Est de Montréal comme l'Est de Montréal, avec tous ces problèmes, ce qui se passe, tout ça. Déficit de notoriété pour l'Est, déficit de notoriété pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Quand on entend parler d'HMR, on entend parler d'HMR parce qu'il y a des problèmes à l'urgence, parce qu'il y a des sorties de chi, de ça. Bon, c'est souvent à ce contexte-là qu'on entend parler. Donc, pour nous, la campagne majeure qui va s'avérer là, dans les prochains mois, c'est vraiment l'occasion de mettre de la lumière sur la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais sur les choses exceptionnelles qui se font à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On le sait, je le dis tout le temps, mais je vais le répéter. On ne sait pas les choses extraordinaires qui se font à l'hôpital. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est le plus grand centre hospitalier à Montréal. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est l'hôpital où il y a le plus de naissances à Montréal. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est l'hôpital qui a reçu le plus de patients de COVID lors de la pandémie. Donc, toutes ces histoires-là, puis là, j'en passe, là, mais là, on parle d'axe aussi d'excellence, la thérapie cellulaire. Quand on parle de médecine de précision, quand on parle de greffe de cellules souches, c'est à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont que ça a commencé tout ça. Donc, c'est dans ce contexte-là que, pour moi, cette campagne majeure-là qui va s'avérer, ça va être le moment de, justement, changer un peu le narratif sur l'Est, sur l'hôpital, puis sur la fondation, et de mettre l'accent sur les choses d'exception, des choses qu'on ne connaît pas non plus, que les gens ne connaissent pas. Tu sais, quand je dis souvent, c'est le plus grand... On dessert la plus grande population. Hein? Donc, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est 27 de la population qui est desservie par ce centre hospitalier-là. C'est énorme, hein? C'est énorme. Ouais. Et donc, ça va nous donner l'occasion de mettre tout ça de l'avant, de raconter des histoires. On parlait tantôt d'impact, on parlait d'émotion. Mais pour moi, le storytelling, raconter une histoire à travers donc l'impact, qu'est-ce que ça a changé pour tel patient, tel quartier ou peu importe, c'est à travers cette campagne-là qu'on va le faire. Donc, campagne de 150 millions qui va être lancée l'année prochaine. Donc, besoin de beaucoup de partenaires et de beaucoup de gens qui vont parler de support, effectivement. Parce que, ben c'est ça, on le disait tantôt, la santé, c'est l'essence, au même titre, ou le logement. Le logement. La base. La base, là, la pyramide de Maslow, là, on référait. Là, ben, donc, c'est ça. Hein? Donc, la santé, c'est vraiment la base. Quand on n'est pas en santé, quand on n'a pas accès à des soins de santé, évidemment, là, ben, c'est sûr qu'après, c'est difficile d'être sur le marché du travail, bon, puis et tout le reste. Donc, c'est vraiment un cycle pour moi qui est hyper important. Et bien, encore aujourd'hui, là, on revient à mon essence de pourquoi je me lève le matin. Là. Bien, encore aujourd'hui, l'espérance de vie de l'Est de Montréal est de 10 ans de moins que le reste de Montréal. Fait que ça, c'est encore là. Puis quand je suis arrivée au CLSH, le gars Maisonneuve, il y a 20 ans, c'était ça, déjà. Fait que ça n'a pas changé. Fait que pour moi, ça, c'est encore quelque chose qui, pour moi, est inacceptable, qui, pour moi, fait en sorte qu'on doit continuer à améliorer puis à travailler, à faire en sorte que ça soit différent, que ça se passe plus, qu'on travaille tout le monde ensemble pour faire en sorte que les gens puissent avoir accès. Et puis, c'est quoi vos mesures de succès, justement? Donc là, tu parles de... Oui. Puis je mélange mesures de succès, histoire à succès aussi, en ce sens où si on se dit, on aimerait ça augmenter, dans le fond, l'espérance de vie. C'est ce que tu nous dis par ce que tu viens de dire. Ça, c'est une des mesures.
c'est quoi vos autres mesures? C'est quoi vos autres histoires qui vous permettent de dire, hey, on la fait-tu la différence ou on la fait-tu pas? On a des hard measures, là, des hard KPI, mais j'ai le goût de mettre l'accent sur les soft. Les soft, oui. Quand le sentiment d'appartenance est augmenté, quand la confiance en soi est augmentée, puis quand tu es capable, quand tu as un réseau plus fort, hein, on parle des indicateurs de la santé. Oui, absolument. Ouais, fait que quand tu es moins isolé, que tu es capable de nommer plus qu'une personne dans ton réseau, puis qu'à travers... Ce que j'appelle ton village. Ben oui. Quand ton village est en train de se construire, puis qu'il était gros de même, ton village, puis tout d'un coup, il est un peu plus gros. Il était inexistant avant. Puis là, tout d'un coup, après le contact avec l'organisation, ben, il est rendu un peu plus avancé. Ben, moi, je trouve qu'on a fait une différence. Et puis, pas juste moi, je veux dire, les personnes, les témoins, on parle d'histoire à succès, c'est ça les témoignages aussi qu'on reçoit. On a sorti la personne de son isolement, c'est ce que j'entends, puis on l'a amené dans la communauté. Puis elle se promène de menton un petit peu plus haut, moins en dedans. Donne-nous un exemple d'une femme qui est venue, sans nous dévoiler des informations confidentielles, mais d'une femme qui est venue en période transitoire peut-être, puis qui, tu sais, si elle n'était pas venue chez vous, là... Oui. Moi, je pense à chaque année, plusieurs fois par année, on a des graduations de certains de nos programmes en employabilité. C'est justement qui sont éloignés un peu plus du marché du travail. Puis à chaque fois que j'assiste aux graduations, fait que je peux parler d'une personne en particulier, là, c'est une impression générale que je vais partager avec vous. Je suis fascinée de voir justement cette plus grande fierté. Le menton qui se relève, là, les épaules. Courbé, mon Dieu, les épaules. Oui. Et puis, elles le disent dans leurs mots. C'est des petits... on fait une remise de diplôme. Et puis, c'est ça qu'elles disent. Elles disent, là, j'ai pas honte de ce que j'ai fait. Là, j'ai un métier, là, parce qu'on a un plateau d'insertion avec Frank. Donc, là, j'ai des compétences, puis je suis capable de les vendre. Puis là, j'ai fait un stage, puis j'ai eu une... Et ces expériences-là, pour certaines, c'est des premières fois. Et ça les remplit de fierté. Le fait aussi d'avoir des gens qui ont, elles aussi, vécu de l'adversité, puis qui partagent. Là, tout d'un coup, tu te sens plus seul. Tu te dis, il y a d'autres mondes qui vivent des défis comme les miens. Et qui les ont transcendés, oui, c'est ça. Et c'est ça le truc qu'elle a pris. Peut-être que je pourrais le prendre, ce truc-là. Puis il y a une espèce de capacité de connexion. Je pense que ce mot-là va être à la mode aujourd'hui. Parce que, tu peux avoir une TS, puis elle peut être la plus empathique du monde, mais elle n'est pas passée par le même chemin que toi. Non, c'est ça. De voir, donc ça, c'est une des beautés des interventions de groupe, c'est d'avoir des gens qui ont des parcours parfois similaires, puis avec qui tu peux te sentir assez à l'aise de relate. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mots en anglais qui viennent. Tu relis moi-même. mais tu sens qu'il y a comme une affinité, peut-être, de parcours. Et puis tu te dis, OK. Puis là, il y a une ouverture qui se crée et on avance. Fait que moi, il y en a plein d'histoires à succès, mais j'aime mieux laisser parler de l'impression générale. Puis c'est la même chose. Puis de le voir physiquement, bien physiquement, c'est sûr que pour toi, c'est encore plus vrai de passer des gens qui sont malades à... Tellement. Plein d'histoires. J'ai plein d'histoires qui me viennent en tête, mais plusieurs peut-être rapidement. Là, mais une, entre autres, l'an dernier, un des médecins m'appelle puis me dit, Julie, on a vraiment besoin d'aide parce qu'on a une jeune de 19 ans pour qui tous les traitements ont été tentés, ne cadrent pas non plus dans aucun protocole de recherche. Donc, dans le fond, les protocoles de recherche, c'est assez serré. Il faut rentrer dans certaines cases pour avoir accès à Santé Canada, ainsi de suite, j'épargne. Mais il me dit, écoute, moi, je pense que je peux... Il y a quelque chose qu'on peut faire au niveau de la greffe puis des cellules, là, mais j'aurais besoin que la Fondation soutienne ce projet-là parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut. Puis, comme je disais, ne cadre pas dans aucun protocole. Fait qu'évidemment, là, raison humanitaire, la Fondation a accepté de soutenir ce médecin-là et cette jeune-là. Mais cette jeune-là est encore en vie aujourd'hui parce qu'on a réussi à mettre en place, et ce médecin-là a mis des heures
autrement. Incommensurable. Ouais. Pour pouvoir travailler à sauver cette jeune de 19 ans qui est encore en vie puis qui ne le serait plus aujourd'hui là, si on n'avait pas fait... Ben pas on. Comprenez que c'est pas moi, hein? Mais si le médecin et l'équipe soignante n'avaient pas tout mis en place et en œuvre pour pouvoir faire arriver ça. Donc, par ricochet, la Fondation a été dans le fond, partenaire de ça, mais tu sais, c'est encore une fois, moi, quand je parle des histoires de l'hôpital, quand je parle des histoires de patients ou quand je parle des histoires des équipes soignantes de l'hôpital, c'est toujours une grande fierté parce que c'est incroyable comment ces gens-là donnent de leur temps malgré plein d'adversités, là, des conditions de travail qui n'ont pas de bon sens, des 4 patients dans une chambre, pas de salle de bain, pas d'air climatisé. Des conditions qui sont... Tu dis, ben ça se peut pas. C'est comme aussi qu'ils trouvent cette drive. On parlait tantôt de ça, hein, de la drive, d'y arriver, de continuer de le faire. Bien, c'est ça. Moi, c'est ça. Hein. Dans le fond, quand je vois ces équipes soignantes-là qui, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui se passe, continuent d'y croire, continuent de donner des services d'exception à une clientèle qui en a grandement besoin, évidemment. Ça c'est une des choses, moi, que je trouve absolument remarquable. Et puis, mon Dieu, une chance qu'on les a. Puis l'autre, puis une chance qu'ils vous ont. Parce que évidemment. Puis après ça, c'est toute la recherche fondamentale. On l'oublie, là, mais aujourd'hui, on n'aurait probablement pas passé à travers la COVID s'il n'y avait pas eu de la recherche fondamentale qui s'est faite il y a plusieurs années puis qui a fait qu'on est arrivé à un vaccin. Puis là, c'est rapidement comme ça. Mais ça, la recherche fondamentale, c'est pas soutenu par le ministère de la Santé. C'est pas soutenu. Donc, s'il n'y a pas des gens qui croient à la recherche et qui, donc, on parlait tantôt de donateurs ou de partenaires, ben c'est ça aussi. Hein? Si ces gens-là n'avaient pas la possibilité de commencer une recherche qui peut-être des fois est comme, ben là, pourquoi tu fais cette recherche-là? À quoi ça va servir? Par définition, on ne sait pas où on s'en va nécessairement. Exactement. Le résultat puis on peut chercher longtemps. Ça peut être long, là, la recherche fondamentale avant d'arriver au patient. C'est ça aussi. Hein, c'est des équipes de recherche qui sont dédiées, qui sont là, qui y croient et puis qui à tous les jours se lèvent pour dire, ben oui, tu sais, la molécule mais c'est ça, hein, ultimement, la recherche fondamentale. Donc, toutes ces histoires-là, pour moi, c'est vraiment ce qui fait que je suis où je suis à la Fondation, mais que je parle avec passion aussi de l'Est de Montréal, parce que, encore une fois, je reviens à ça, mais on a une vision de l'Est de Montréal négative. L'Est de Montréal a de la difficulté pour toutes les raisons qu'on a nommées, puis c'est de se dire, ben c'est pas, la majorité de la population est dans l'Est de Montréal. C'est une grande majorité, centre-ville, l'Est de Montréal. C'est la population qui a le besoin, en tout cas, selon moi, de qui en a le plus besoin. Plus d'aide. Ouais. Puis d'ailleurs, on va laisser justement les références pour ceux et celles qui voudraient contribuer à des ambassadeurs, des ambassadrices à vos 2 causes. On a parlé des femmes qui sont justement majoritaires dans la philanthropie. Comment on fait pour assurer que les conditions dans lesquelles vous faites ça soient reconnues? Tu sais, je pense que c'est comme les professeurs, c'est comme les infirmières. Il y a beaucoup de ces emplois, ces vocations-là. Puis on appelle ça des vocations. Puis ça m'énerve un peu parce que ça justifie probablement qu'on ne supporte pas ça à la même valeur qu'une job. Ben non, ça reste une job aussi. Oui. Et comment on reconnaît ça? Donc, c'est quoi le secret selon vous? Là? C'est une grosse question. C'est une méchante grosse question. Moi, je me souviens... dans mes premières années, là, dans le domaine communautaire, je suis tombée sur des TED Talks de Dan Pallotta. Oui. Et lui, il m'avait... Oui, hein? J'étais à terre. Je disais, ben c'est ça. Puis, pour il y avait ceux qui ne le connaissent pas, c'est quoi son message? Ben, grosso modo, il dit... comment je vais résumer ça? Mais il dit, il faut arrêter de penser que la vocation, ça porte tout. Oui. Puis, il faut investir. Puis c'est correct d'investir dans une cause sociale, donc de dépenser, puis oui, de payer des salaires respectables à des gens qui travaillent dans cette industrie-là. Qui amènent leur expertise. Tout à fait. Puis il faisait la démonstration, là, comment de point de vue purement financier, je pense que c'était un gradué d'un Ivy League là, aux États-Unis, avait beaucoup plus d'intérêt d'aller se trouver une job dans le privé,
de donner un don de 100 000 $ dans une fondation hospitalière, avoir un tax break, OK, que d'aller prendre le salaire d'être le CEO, par exemple, de la fondation. Là, exact. Puis il y aurait une reconnaissance sociale, à donner des dons aussi importants, très, très importants. Fait qu'il dit, il y a quelque chose de brisé dans le système, dans la façon qu'on construit. Puis, dans le fond, il interpellait son auditoire à cet effet-là. Donc, ça fait au moins 10-12 ans, là, je pense que ce spectacle-là, puis il continue encore avec d'autres documentaires. C'est très fort, la vocation. Pas pour les... j'ai goût de dire de part et d'autre. Il y a quelque chose de social, mais je pense qu'on a un rôle à faire, nous aussi, comme individus. Je vais vous partager, moi, on parlait des réalisations qu'on a fait, hein, mais moi, une des choses qui a été importante pour moi quand je suis rentrée, c'était de revoir la grille salariale. Et puis, je ne savais pas comment j'allais payer ça, hein, mais elle n'avait pas bougé depuis quelques années, puis au-delà de la difficulté de recruter, il y avait comme un peu de dignité là-dedans. Je dis, je ne peux pas aller sur tous les toits clamer qu'est-ce qu'il faut faire pour les femmes. Puis pas le faire de temps. C'est ça. Tu sais, il y avait quelque chose de même, comme diraient mes jeunes, de malaisant. Là. C'était pas normal, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que l'argent... il n'est pas censé servir ton organisation, il est censé servir tes bénéficiaires, mais en même temps... Mais cette organisation n'est pas à la hauteur. C'est ça. Puis qu'on ne se donne pas les ressources, qu'elles soient humaines, matérielles, financières pour les deux autres, comment on peut atteindre la mission qui est débordante? Puis ce que je trouve vraiment ironique, c'est que beaucoup de femmes sont prêtes à être la voix des autres, mais assez peu leur voix personnelle. Julie, qu'est-ce que tu réponds à ça, toi qui dis que on est la voix? J'adhère absolument, puis je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Nadine. Je pense que ça revient un peu aussi à l'historique qu'on a au Québec, là, de la philanthropie, donner, charité, la charité. Là, bon. Donc, les femmes, effectivement, là, tout ça est comme... Oui, les bonnes œuvres, effectivement. Donc, tout ça est comme un peu en arrière. On n'est pas si loin. Donner devrait être suffisant pour notre propre plaisir. C'est ça un peu, là, Puis bon, on veut pas. Là, historiquement, au Québec, les femmes... Puis là, on a fait quand même tout un chemin, là, dans les... Puis ça fait pas si longtemps. Hein? Dans le fond, là, si on regarde ça, là, on parle de 1960. Là, donc, Révolution tranquille, ça fait pas 100 ans là, de ça. Là. Donc, on a fait quand même un chemin important, mais je pense qu'il y a des petits relents encore à l'arrière là, qui fatiguent là, peut-être certaines personnes ou qui sont là puis qui sont comme un peu nos billets, là, je dirais. Là, puis autant pour moi. Là, mais de faire, c'est ça, les billets sont sociaux. Exact. Les hommes les portent, les femmes les portent. Tout à fait. Oui, tout à fait. Le classique, là, puis on sort de nos secteurs d'activité, mais pourquoi les femmes ont plus de difficultés à négocier leur salaire? Partout. Partout. C'est ça, absolument. Et donc, moi, j'étais contente d'entendre, je me souviens, c'était au début de la pandémie, là, les éducatrices qui revendiquaient pour avoir des salaires plus conséquents. Tout à fait. D'entendre qu'est-ce qui se passe, je pense, du Prince-Édouard. C'est ça. Mais c'est rare. Puis c'est dans tous les secteurs confondus. Et pourtant, c'est dans les secteurs les plus importants du futur de notre société. Mais on parle d'éducation, de santé, c'est ça, hein? Donc communauté, oui, absolument, c'est la base. Donc, fait que ça, c'est encore là, mais je pense qu'on tranquillement, on arrive aussi, on y arrive, puis on devient meilleur. Mais il y a aussi, tu sais, comme on est dans un milieu philanthropique, c'est la pression aussi d'utiliser le don. 10%. Exactement. La pression d'utiliser le don au maximum. Donc, c'est de concilier tout ça, mais de se dire aussi, c'est que si j'ai pas la meilleure équipe, si j'ai pas les meilleures personnes pour faire ce que je leur demande de faire, ce bout-là non plus, il arrivera pas. T'sais. Donc, c'est comme ce sweet spot, là, je dirais, là, qu'il faut trouver entre cette responsabilité de gestion de don et évidemment, payer nos employés à la hauteur de ce qu'elles méritent. Je veux dire, elles, parce que ultimement, ça reste, comme je disais tantôt, c'est beaucoup des femmes. Donc, puis au même titre, ceci dit, au même titre que le privé, là, moi, je pense qu'on n'a pas de... C'est pas parce qu'on est en philanthropie qu'on doit nécessairement gagner moins. Là, à un moment donné, moi, j'adhère. C'est ça, exactement. Et on s'entend, c'est pas la réalité. Là. Non, absolument. Offrir des salaires compétitifs, c'est quelque chose qui serait de base à pouvoir
nommer, et pourtant, on n'est pas là du tout. On n'est pas là. On n'est pas là du tout. Puis tu parlais de défis, je pense que ça fait partie de nos défis d'organisation aussi, parce que recruter, quand un des grands leviers du recrutement, qui est la rémunération, n'est pas compétitive, c'est difficile. Ouais. Je pense que ça nous différencie. Par contre, nous, les fondations hospitalières versus, je dirais, le milieu à impact, là, service direct, là, comme le Y, là, je pense que ça, on a quand même, nous, une meilleure marge de manœuvre. Là. Parce qu'on a moins d'employés, on n'est pas 85, c'est évidemment, là, donc la pression est moins grande, mais c'est toujours cette espèce de sweet spot entre... On engage des gens qui ont des MBA. Là. C'est pas, je veux dire, on ne va pas les payer 20$ de l'heure. Là. C'est comme ça fait pas de sens. Donc, on veut des gens qualifiés, on veut des gens qui sont là pour la cause, on veut des gens qui adhèrent. Et qui, en même temps, soient reconnus. Exactement, qui soient reconnus. Donc, tout ça fait en sorte que, effectivement, là, on a encore un travail à faire. Là. Donc, parce que des donateurs aussi qui donnent à la mission, il n'y en a pas des masses non plus. Hein? Donc, ils veulent donner à des projets spécifiques. Oui. Donc là, ça amène différentes défis de concilier tout ça. Là. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai comme l'impression que c'est pas à une organisation ou un organisme à faire cette bataille-là. Le terme bataille est peut-être trop fort, mais la sensibilisation dans notre société que... Oui, puis je pense qu'on le porte pas mal toutes. Encore une fois, là, on est toutes des femmes à la tête des organisations. Là. Bon, il y a quelques hommes. Là. On a quelques collègues, là, mais je pense qu'on le porte pas mal. On est pas mal toutes à la même place présentement, là, de cette revendication de salaire juste. Mais où je connecte un peu plus avec toi, Chloé, puis tu as raison que les fondations, je pense que le chemin est beaucoup plus avancé. Le comité communautaire a quand même une myriade de petits organismes. C'est ça, exact. Et je pense qu'il y a de la place encore pour une voie plus structurée à cet égard. C'est ça. Plus structurée, plus intentionnée aussi, parce que là, on le dit, je pense que quand tu es dans un one-on-one, ça fait du sens pour tout le monde, mais OK, on fait quoi? Comment on l'actualise? Le PSOC, là, on est capable de le monter de 20%? Oui, tellement. Parce que, donc, on fait quoi? Puis comment on le met? Est-ce que c'est d'être bold, puis de pousser avec nos conseils d'administration, puis de dire, on met le bâton là, puis on va tout faire pour aller ramasser après, parce qu'on veut donner des conditions justes à ces employés-là. Là, je nomme ça de même, mon CA va capoter, là, mais je ne l'aurais pas proposé non plus. Mais je réfléchis à comment on peut, et là encore, je donne un exemple individuel, comment on peut avoir une voix collective plus importante. Ça reste, je pense qu'il y a un leadership encore dans le marché qui mériterait d'être pris pour faire ces changements-là. Tu sais, on parlait d'équité, là, c'est quoi, 196, là, la loi sur l'équité salariale et tout ça. Bon, c'était beaucoup dans les corps d'emploi, dans la même organisation, tu sais, comparé secrétaire et concierge. Mais de façon sociale, c'est ça. Les secteurs d'activité, il reste encore un travail à faire là-dedans. Et celui du dernier filet social, puisque c'est dans celui-là que je m'insère, tu sais, c'est après l'État, là, nous, on embarque. Il faut que la vocation soit forte là, pour que ça fonctionne. Donc, moi, je pense qu'il y a de la place encore. Il y a une opportunité là de aussi rallier, comme tu disais tantôt, l'action à la mission chez soi d'abord, avant même de pouvoir le faire pour d'autres. Quel sujet qu'on n'a pas abordé, qu'il faut absolument que les gens entendent ça pour pouvoir comprendre votre réalité, comprendre vos défis, se sentir interpellés? C'est la plus belle job au monde. Oui, bien, absolument, parce que je pense qu'on ne serait plus là. Non, puis quand je le dis, puis c'est pas, je réponds pas exactement, mais tu sais, je réfléchissais quand tu nous avais envoyé les questions d'entrevue, puis je me suis dit, wow, quelle place merveilleuse pour à la fois avoir un impact social et se déployer comme professionnel. Parce qu'on a plusieurs défis. Donc, parfois, justement, on parlait des ressources, moins de ressources pour les accomplir. Fait que ton agilité, ta créativité, ton innovation, tout ça, là,
On en fait appel. Quelqu'un vient te dire qu'il était déjà dans un organisme, tu l'embauches tout de suite. Ouais. Parce qu'il y a eu à jongler avec tellement de situations, complexité puis souvent avec des moyens peu. Puis pour avoir travaillé 20 ans de ma vie dans le privé, dans des grandes entreprises, je sais que c'est pas pareil, tu sais. Et si elle peut à la fois avoir cette capacité-là d'agilité. Ça prend de l'entrepreneurship, en fait. Hein? Tout à fait. C'est ça, là, oui. Tout à fait. Et stratégique. Puis le fait que tu puisses faire à la fois donc, ton rôle de gestionnaire classique, mais dans une cause sociale, c'est super. En tout cas, moi, je trouve que c'est un beau point. Puis le dernier, peut-être, on n'a pas couvert tout ce qui était innovation sociale, le rôle le rôle de la société civile, en fait, de la société. On parlait de donateurs un peu, mais quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle des entreprises? Quels sont les rôles des donateurs individuels? De l'individu, absolument. Comment on se met ensemble pour trouver des solutions à des enjeux, des solutions pérennes, là, qui durent dans le temps, là, structurantes et durables, aux enjeux auxquels on fait face. Je trouve qu'on est encore un peu trop en silo. Il y a une opportunité pour être encore plus... d'amener les perspectives et les expertises différentes autour de la table, mais pas d'être représentant de l'expertise. Il faut que tu l'amènes pour qu'elle contribue à la cause, à l'enjeu qui est là sur la table, mais tu n'es pas là pour défendre ta part du gâteau, mettons, syndical, ou ta part du gâteau entreprise privée. Est-ce que c'est pas le rôle de votre CA en partie? Ou Je parle... le CA, clairement, peut contribuer, mais je parle... Au-delà de ça. Oui. Socialement, systémiquement, d'amener plus de collaboration intersectionnelle, pas sectionnelle, sectorielle, je dirais plutôt. Plus de collaboration puis de réflexion. Une meilleure coordination puis une meilleure... une meilleure... tu sais, je veux dire que les médecins travaillent ensemble, c'est un classique, mais même avec la norme de nos hôpitaux, de faire TS, psy, tu sais, d'avoir ces équipes-là, ça se fait de plus en plus, mais il y a quand même des silos plutôt naturels. Imagine si tu mets, pour l'enjeu du logement, pour des enjeux importants, des genres de connaissances et de perspectives différentes autour d'une même table. Au profit de cette même... Tant d'un point de vue stratégique que d'un point de vue réalisation, il y a peut-être une capacité, je pense, socialement, de passer à une autre étape. Là. De dépasser l'impact que l'on a là présentement. Julie, qu'est-ce qu'on n'a pas abordé qu'il faut qu'on aborde absolument? Moi, j'aurais envie de dire que je me sens tellement privilégiée, honnêtement, là, de faire ce que je fais depuis autant d'années, parce que pour moi, je suis alignée avec mes valeurs, avec mon sentiment de vouloir faire une différence, mon sentiment de m'accomplir, mon sentiment de faire grandir des gens autour de moi, mon sentiment on parlait tantôt d'avoir une voix, de dire, de dénoncer quand il faut dénoncer, de féliciter quand il faut féliciter, tu sais, d'être au carrefour de tout ça, pour moi, honnêtement, c'est vraiment un privilège. Pour vrai, là, je suis vraiment très fière de moi, mais très fière du parcours aussi. Puis au-delà de moi, là, mais juste de dire que j'ai réussi ou je fais ce que j'ai toujours voulu faire, à être sur mon... Puis là, j'aime pas le hic. Mais tu sais, être aligné avec tes valeurs. Être aligné avec mes valeurs. Et ça, pour moi, c'est quand même un beau privilège. Oui. Parce que, tu sais, honnêtement, étant TS puis ayant fait du terrain pendant plusieurs années, j'ai constaté, j'ai vu des gens là, pas avoir cette chance-là. Oui. Okay? Puis moi, comme coach, je veux pas t'interrompre, mais comme coach, je le vois tous les jours, là, tu sais, quand moi, j'ai aussi un grand privilège d'accompagner des leaders, mais je vois que quand il y a des insatisfactions, ça vient toujours de là, de ce misalignment, de ce désalignement-là avec nos valeurs profondes, puis de se forcer à être quelque chose que l'on n'est pas ou à faire des choses qu'on juge. Et clairement, c'est pas votre cas, malgré les défis, malgré tout. Exact. Puis tu sais, c'est ça, je pense que ça fait aussi quand t'es... ça fait aussi en sorte que quand tu vis des difficultés, quand tu vis... Parce que, tu sais, ultimement, là, je suis pas dans un monde de licorne. Hein? Je veux dire, on vit quand même plein de difficultés, il y a des enjeux, il y a des choses qui se passent. Ça fait que
malgré ça, c'est plus, comment je pourrais dire, c'est plus facile de trouver des solutions. Oui. C'est plus facile de mettre en place des choses pour pouvoir passer par-dessus cette adversité-là, cette difficulté-là. Bon, peu importe c'est quoi, que ce soit plus au niveau professionnel, personnel, au niveau des équipes, au niveau, tu sais, j'en ai vécu plein de choses là, à travers ma carrière, là, de plus difficiles, moins difficiles. Mais quand t'es centré sur pourquoi t'es là, ça donne une force, ça donne une force, effectivement. C'est que ta fondation, là, elle est tellement bien ancrée. tellement solide que Oui. tu es capable de te lever le matin et de dire, OK, ça sera pas cool aujourd'hui, genre des conversations difficiles, ça me fait chier. Là, bon, c'est pas tout le temps... Mais tu y vas parce que la mission pour laquelle tu te lèves le matin, ce que tu veux faire, tu y crois, puis tu es aligné avec ça. Il n'y a pas de no bullshit. Là, on utilise du franglais. Là, cet alignement-là, c'est ça qui fait qu'on déplace des montagnes. Là, parce que là, il n'y a plus de friction entre je suis pas sûre. Ben, tu te questionnes pas, en tout cas, parce que tu sais que c'est quoi. Exact. C'est quoi ta vision, puis où tu veux aller. Fait on y va. Fait qu'on y va, tu sais. Puis bon, on va piler sur des orteils ou on va, tu sais, ça va être plus difficile. Il y en a qui seront pas contents. Il y a des conversations, comme je disais tantôt, qui vont être plus difficiles. Il y en a d'autres qui vont être vraiment, vraiment le fun. Par contre, tu sais, comme aujourd'hui, effectivement. Et donc, c'est ça, hein. Moi, je trouve que je me sens vraiment privilégiée, honnêtement, là, tu sais, de vivre ça au quotidien. Et pour ne pas l'avoir été tout au long de ma vie, parce que moi, tu sais, j'ai fait ce travail-là, justement, d'alignement. C'est vraiment... T'en prends encore plus... oui. C'est un spot à souhaiter à tout le monde, en fait. Oui. Parce que les gens seraient plus heureux. Mais moi, j'ai envie de vous dire, mesdames, c'est Montréal qui est privilégié de vous avoir toutes les deux. Parce que sans vous, vraiment, on n'aurait pas le privilège d'avoir toute la contribution, la motivation, le moteur que vous êtes pour vos bénéficiaires, mais aussi pour les gens qui vous entourent puis qui vous supportent dans ces missions-là. Alors, merci tellement. Chloé, merci à toi de nous avoir permis de nous rencontrer. Absolument, d'avoir cette conversation inspirante. Ce petit moment de recul, je trouve qu'il est sain aussi. Oui, on le fait pas assez souvent, en fait. Ça nous réancre dans cette motivation-là. Tout à fait. Merci. Merci à vous deux. Merci. Wow! Quelle conversation extraordinaire qu'on vient d'avoir avec Julie Desharnais, Nadine Raymond, deux femmes, comme je le disais, fabuleuses, passionnées, qui nous ont parlé de plusieurs sujets. Moi, un qui m'interpelle particulièrement, puis je vais être curieuse de vous entendre sur qu'est-ce qui a attiré votre attention. Pour moi, c'est cette jonction, ce carrefour, pour reprendre les termes de Julie, entre la tête et le cœur dans le leadership. J'y crois profondément. Comment on crée cette expérience humaine, oui, pour nos utilisateurs, nos clients et nos équipes. Comment on crée cette expérience humaine qui nous emballe, qui nous fait vouloir nous dépasser pour atteindre des missions parfois impossibles. Pour vous, qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous ancre dans votre pourquoi vous faites les choses? S'il vous plaît, écrivez-nous et surtout, suivez-nous sur nos médias sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Soyez là avec nous pour un autre Confession de leader.